parfois le sentiment que mes décisions sont prises pas forcément par l'adulte que je suis, mais par quelqu'un derrière, je sais pas, une voix derrière qui est plus intuitive ou plus, voilà, et que j'arrive pas forcément à raisonner. Et voilà, c'est ça que j'entends par petit enfant intérieur. Donc, je venais voir là ce soir si c'était un peu ça dont on parle ou pas du tout. Oui, si, bien sûr, c'est tout à fait de ça dont on va parler. Effectivement, de ces différentes parties qui sont en nous et qui disent pas la même chose. Oui, exactement ça. Et d'arriver à entendre qui est vraiment finalement cette part de nous qui parle. Oui. C'est ça que je vais pouvoir vous dire. Bonjour. 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 Du coup, on te voit pas, mais c'est peut-être... Ah, ben super. Bonjour. Bonjour. C'est Akima, c'est ça? Oui, c'est Akima. Ok, bienvenue Akima. Merci. On faisait connaissance, voilà. Peut-être, toi, tu peux peut-être nous dire, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à ce live aujourd'hui? Ben, c'est parce que moi, j'ai un petit enfant. Donc, comme je suis seule, je suis monoparentale, donc j'essaie de voir si je guéris mon enfant parce que j'ai eu une enfance un peu douloureuse. Donc, je veux guérir d'abord mon enfant avant de m'occuper de mon enfant. Ouais, ok, je comprends. Je pense que ça va aider. Oui, ça aide, J'essaie en tout cas. Oui. ça aide, absolument, absolument. On va attendre un petit peu, comme il est juste 18h30, mais effectivement, c'est de ça dont on va parler, ce chemin. OK. On va aller voir. Vous n'hésiterez pas, voilà, je vais au fur et à mesure voilà, poser. Alors, sachez que j'ai aucune vérité. Hein, je vais vous donner simplement mon point de vue, évidemment mon regard sur tout mon travail depuis toutes ces années, mais ce n'est pas une vérité. Parce que la vérité, c'est celle de chacun et que la vérité, elle n'existe pas. Donc, tout ce que je vais pouvoir vous dire, tout ce qui vous parle, vous le prenez, et ce qui ne vous parle pas, c'est poubelle. Tout simplement. Hein. OK. Mais, et puis au fur et à mesure, ben, on verra. Si on n'est pas nombreux, ça sera facile, ça sera vraiment interactif. Puis en fonction du nombre qu'on est, ben, sinon chacun mettra au fur et à mesure s'il a des questions ou s'il y a des choses qu'il ne comprend pas, écrira directement et puis je verrai les petits messages dans converser. Là, vous pourrez toujours mettre des choses, me dire je veux parler ou me faire signe. OK. En tout cas, n'hésitez pas, hein, c'est là pour ça. D'accord. Mais bon, si vous avez déjà des choses, voilà, après je redirai peut-être, hein, si vous avez déjà des petites choses qui vous viennent et que vous avez envie de partager, n'hésitez pas, je suis déjà là. Donc, on va attendre 5 minutes, mais bon, si vous avez envie de parler, faites-le. Profitez-en. C'est amusant d'être en silence ensemble. Ah ben voilà, la vraie Laurence qui arrive. Il y a 2 Laurence sur le terrain parce que c'est sur... Ne vous inquiétez pas, j'ai usurpé son identité. Moi, c'est Marianne. Mais voici la vraie Laurence. Voici la vraie Laurence. Salut Marianne, bonjour à tout le monde. Bonjour. Comme je disais, j'avais usurpé ton identité. Ah oui, mais avec mon accord. Et avec ton accord. Mathieu va nous rejoindre, je crois. J'étais en ligne avec lui à l'instant là. D'accord, il n'était pas en route? Mais si, c'est ce qu'il m'a dit, ouais, mais
Bah, peut-être que toi, tu peux te présenter aussi, Laurence, tiens, avec Ben les oui, personnes qui sont là. avec plaisir. Donc, ben moi, je fais partie de l'aventure Solithérapie depuis le début et je suis, du fait de mon expérience passée, je suis la trésorière de l'association, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais en même temps, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est développement personnel. Donc, c'est quelque chose qui me touche. Je m'intéresse à la numérologie, l'astrologie, l'Ayurveda. Donc voilà, donc j'ai une palette comment dire, d'activités qui me font vibrer en ce moment. Et voilà, et donc j'ai hâte de voir Marianne dans ses œuvres, puisque je n'ai encore jamais connu, ni à part ce qu'elle a pu en raconter, de vivre donc cette expérience. Donc j'attends ça avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. Super. Eh bien, écoute, j'attendais un petit peu pour voir s'il y avait d'autres personnes qui arrivaient avant de complètement démarrer. En fait, j'ai vu qu'il y avait des gens encore qui s'étaient inscrits via Eventbrite, mais je ne sais pas si ce sont les personnes qui sont présentes là autour de toi déjà ou s'il y en a d'autres qui doivent venir. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas demandé par quel intermédiaire. Moi, c'est Eventbrite. Oui. Eventbrite. Voilà. Oui. Même chose pour moi, Eventbrite. Okay. Bon, ben alors vous êtes peut-être les personnes que j'ai vues sur les mails que j'ai consultés là, il y a un petit quart d'heure avant de rejoindre notre petite réunion. Enfin, je ne sais pas si on n'appelle pas ça réunion, je sais pas, live, conférence, ce qu'on dit, ce qu'on veut. Enfin, voilà, atelier, c'est plus sympa. Live, voilà, un partage. On va partager. Voilà. Partager en attendant. Il y a Laura, Mathieu. Ok, vous m'entendez? Ok, Google, Ouais. on t'entend. Ok, cool. 5 sur 5. J'arrête ma musique. Est-ce que du coup, tu es en voiture, c'est ça? Ouais, je suis en auto. Je vais essayer de vous mettre sur l'écoute de l'auto. Donc, tu parleras peut-être un peu plus vers la fin, Mathieu, du coup? Quoi? Tu parleras un petit peu plus vers la fin, peut-être, quand tu seras arrivé, si tu as envie de parler? Ouais, ok, ouais, carrément, carrément. Mathieu qui... Voilà, non, je ne vois pas. Non, on ne te voit pas. Mathieu qui est président de l'association Solithérapie. Voilà. Ah si, on te voit. C'est ça, c'est moi. Salut, enchanté. Conduis, toi. Conduis. Bonsoir, Laura. Je ne sais pas si on t'entend. Est-ce que tu peux nous faire signe pour nous dire si... Ah, ouais. Voilà, ok. Bonsoir tout le monde. Ok. Bon, ben on va démarrer tranquillement. Hein. J'ai eu le temps d'échanger avec Alexandra et Akima quelques secondes pour qu'elles puissent me dire ce qui les a fait venir, ce qui les a tentés dans ce live, dans cette présentation-là. Est-ce que Laura, toi, tu peux peut-être nous écrire juste en un ou deux mots ce qui t'amène avec nous ce soir? Je ne sais jamais, peut-être. Puisque tu ne peux pas mettre ton audio, tu es la bienvenue quand même. Et tu peux t'exprimer sur converser, voilà, si tu veux. Pour nous dire, puis après je démarrerai tranquillement. Ok. Bien découvrir et s'enrichir personnellement. Ok. Alors, pour démarrer, effectivement, on parle de cet enfant intérieur. Pour moi, et ça regroupe plusieurs choses, cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur, qu'est-ce que c'est?
il y a avant tout deux parties de cet enfant intérieur. On en entend souvent parler, on entend souvent parler de retrouver son enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est que retrouver son enfant intérieur? Pour moi, il y a deux facettes déjà dans cet enfant. Il y a la facette de l'enfant blessé et la facette de l'enfant naturel. L'enfant blessé, qu'est-ce que c'est? Ben, malheureusement, c'est tous les enfants du monde. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une blessure? Une blessure, c'est tout simplement lorsque le papa et la maman ne répondent pas aux besoins fondamentaux de l'enfant. Ça crée ce qu'on appelle une blessure, ça crée un impact. L'enfant, pour exister, pour avoir ce sentiment d'exister, il a absolument besoin, évidemment, que ses parents répondent à tous ses besoins fondamentaux. Or, tous les besoins sont immenses. Aucun parent n'est en capacité de répondre, d'entendre, de sentir tous les besoins de son enfant. C'est impossible. L'être est imparfait, donc le parent est imparfait, il a lui-même ses propres blessures, ses propres conditionnements, donc il ne peut pas être apte à répondre à tous ces besoins-là. Donc, on est tous des enfants blessés. Sauf que ces blessures, elles jouent un rôle très important dans notre existence, pas seulement dans l'enfance, mais aussi quand on grandit. Derrière ces besoins-là, évidemment, ça crée, je dirais, comme une des plaies ouvertes. L'enfant va enregistrer à chaque besoin non comblé, évidemment, les besoins, ça passe de la nourriture à la sécurité, mais évidemment, c'est l'amour inconditionnel dont l'enfant a absolument besoin. Quand il se sent en sécurité, quand il sent qu'il est écouté, quand il sent qu'il est compris, il y a quelque chose qui le fait se sentir exister. Marianne, excuse-moi en aparté, c'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu penses à enregistrer justement tout ça? Ouais, c'est enregistré, Mathieu. Cool, excellent, trop bien, vas-y, allez, continue. Excuse-moi. Ok. Ces blessures qui sont comme des plaies ouvertes, elles vont emmagasiner, on va dire, des mémoires. C'est-à-dire que, un exemple, lorsque, par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas, j'aurais besoin d'être entendue par mon père, par ma mère, et ils ne comprennent pas ce qui se passe. À ce moment-là, je vais enregistrer une croyance derrière tout ça. Je vais enregistrer. Je ne peux pas entendre la vérité que mes parents ne répondent pas à mes besoins fondamentaux. Je ne peux pas, en tant qu'enfant, me retrouver face à cette vérité-là. C'est pas possible. Parce que, puisque c'est fondamental, c'est donc une question de survie. Je ne peux pas me retrouver face à la vérité de ma mère ne m'écoute pas. Quelque part, ça voudrait dire ma mère ne m'aime pas à ce moment-là, ce qui n'est pas la vérité, ce qui serait la vérité pour l'enfant à ce moment-là. Et l'enfant n'est pas en capacité de faire face à ça psychiquement, physiquement, il n'est pas en capacité de ça. Du coup, il va enregistrer d'autres choses et il y a des stratagèmes inconscients qui sont des stratagèmes de survie. Nous en avons 5. Et ces stratagèmes vont être là immédiatement. Le tout premier qui est dans notre possession, qui est une défense physiologique, c'est la peur. La peur, c'est celle qu'on peut ressentir dès in utero et tout petit. C'est la seule qu'on a quand on est bébé pour se protéger face aux besoins non comblés. C'est la peur, c'est ressentir la peur. Parce que la peur, elle peut nous donner le sentiment de fuir la situation. On va se figer, on peut avoir des moments comme ça pour l'enfant. Imaginez que le parent, il pleure, l'enfant pleure dans son berceau et que le parent ne vient pas. Comment il fait pour survivre à ça? La peur va lui permettre de lui donner le sentiment qu'il peut faire face à cette situation. Il peut pas être à même de se dire « mais je suis tout seul, je vais mourir ». C'est pourtant ce qu'il ressent. Mais la peur va lui donner un sentiment qui va pouvoir faire face à ça. D'accord? À partir d'1 an et demi, la deuxième défense qui apparaît très tôt, 18 mois, c'est la première défense cognitive. C'est
puisque mes parents ne répondent pas à mes besoins, évidemment, l'enfant ne se parle pas comme ça, on est bien d'accord. Hein. Mais quelque part, inconsciemment, c'est puisque mes parents ne répondent pas à mes besoins, c'est de ma faute. Je ne suis pas assez, je suis trop. C'est la honte, c'est la dévalorisation. Ça, c'est la toute première défense cognitive. On voit bien que ces deux défenses-là sont des défenses qui créent dans l'organisme du stress, de l'apathie. C'est des choses qui ne sont pas très agréables à ressentir. Donc, heureusement, il existe d'autres défenses qui vont petit à petit apparaître, mais celles-ci, au départ, elles sont tellement puissantes qu'elles nous permettent de nous donner le sentiment qu'on survit à la situation. Elles nous donnent l'illusion que, puisque c'est de ma faute, ben, je peux faire quelque chose, je peux changer, je peux être différent. Alors que, évidemment, que si je me retrouvais face à la vérité, ça serait un gouffre incroyable de me dire, mais personne ne répondra jamais à mes besoins, mais je vais mourir. Il y a un sentiment de ne plus exister, de n'être plus rien. Et ça, c'est terrible pour un enfant. Donc, ben, ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est notre organisme qui est fait comme ça, c'est notre psyché humaine, c'est notre humanité qui a créé toutes ces défenses pour nous protéger, pour nous maintenir en survie. D'accord ? Les autres défenses qui apparaissent sont des défenses qui vont créer de l'adrénaline. Donc là, ça va être quand même un petit peu plus agréable. Effectivement, la première, c'est la colère. La colère est une défense. Elle cache toujours une autre émotion derrière. Cette colère-là, elle permet de me dire, ben, puisqu'on ne répond pas à mes besoins, c'est de la faute de l'extérieur. Ça m'évite d'être en contact avec la douleur qui est derrière, avec mon émotion qui est derrière, qui est souvent la tristesse d'ailleurs. Mais donc à chaque fois qu'aujourd'hui, vous êtes en colère ou vous avez peur, par exemple, ou j'ai peur ou je suis en colère, je suis dans un instinct de protection pour me défendre d'un besoin non comblé. Ok ? Je vais vous préciser tout ça. L'autre défense qui fait appel à l'adrénaline, c'est la défense de ben, puisqu'on ne répond pas à mes besoins, je vais être parfait. Je vais tout bien faire. Je vais bien observer comment ça se passe chez moi. Et du coup, si je fais bien, si je suis comme on me demande d'être, eh bien, on va répondre à mes besoins derrière. Cette défense-là, évidemment, elle crée du perfectionnisme quand on continue à l'utiliser en grandissant. C'est une des défenses, on va dire, c'est la défense des sauveurs. Les enfants, généralement, qui ont cette défense-là, on peut voir des parents qui étaient un peu défaillants et dont il a fallu quelque part qu'ils deviennent presque leurs propres parents. Les prennent en charge pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils soient bien, parce que quand papa et maman ils vont bien, et ben du coup ils peuvent s'occuper de moi, ils vont pouvoir répondre à mes besoins. Donc je vais tout bien faire pour qu'ils soient bien. Voilà, ça c'est un stratagème inconscient qui est en notre possession. Et la dernière défense qui est la plus éloignée de nos blessures est ce qu'on appelle le déni des besoins, c'est-à-dire je me coupe, je ne sens plus la douleur. Évidemment que toutes les personnes qui ont subi des abus physiques, qui ont subi des maltraitances physiques et des abus physiques, vont avoir utilisé très tôt cette défense-là, parce qu'évidemment, ils ne sont pas en capacité psychique et physique de subir ce genre de choses. Donc, se couper, ne plus ressentir ce qui se passe en dessous, que ce soit physiquement ou émotionnellement, c'est la meilleure des défenses. Ok ? Je reviendrai sur ces défenses un petit peu plus tard. Ce que je veux dire, c'est que donc il y a tout un mécanisme. On va revenir sur les blessures. Les blessures, évidemment, on voit que l'enfant très rapidement va se retrouver face à l'éducation que proposent les parents. Évidemment que l'enfant, au départ, lui, il est nature. Il est le tout. Il est toute possibilité, toute capacité, évidemment. Sauf que, au fur et à mesure, il va se retrouver confronté avec des parents qui vont lui demander d'être plutôt comme ça, plutôt comme ci, de ne pas faire ça,
de ne pas faire ci, de bien se tenir, de dire bonjour à la dame, de rester à table quand on mange, de se coucher parce que c'est l'heure de dormir, de faire ceci, de bien travailler, d'être calme, d'être poli, d'être tatati, tatata, tatati, tatata. Chacun, ça fait partie de notre société. On élève les enfants, on les conditionne quelque part en fonction des valeurs qui sont celles qu'on nous a apportées, des valeurs sociétales, des valeurs familiales. Et on voit bien que l'enfant, puisqu'il a absolument besoin que ses parents répondent à ses besoins fondamentaux, il va s'adapter, il va répondre à ce que ses parents lui demandent pour être au plus proche de ce qu'ils veulent, pour pouvoir recevoir ce dont il a besoin. On dit que les enfants sont malléables, mais ils sont malléables, c'est une question de survie. Ils s'adaptent pour survivre. Ils s'adaptent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que sans les parents, ils meurent. Sans les adultes, ils meurent. Ils ne peuvent pas vivre par eux-mêmes. Ils ont absolument besoin d'adultes pour s'occuper d'eux. Et ça, on le sait sans le savoir, on le sait intérieurement. Donc l'enfant, il est cette éponge-là. Il va enregistrer tout ce qu'on dit de lui, mais évidemment des autres. Il va très rapidement se rendre compte, quelque part, de la place qu'il a dans cette famille et de son rôle. À partir de là, cet enfant va créer un personnage. On quitte notre nature première pour s'adapter et on va essayer de répondre au mieux aux attentes de nos parents et on va devenir quelqu'un. Mais ce quelqu'un, c'est un personnage, c'est un rôle, c'est une place. Et on va partir avec, on va aller à l'école avec, on va grandir avec ce personnage. Et puis on va se retrouver dans la société, on va rencontrer des gens, des amis, des amoureux. Et puis, à un moment donné, souvent dans l'existence, on a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur. Tu en parlais, Alexandra, tout à l'heure. Il y a comme une autre voix à l'intérieur qui ne dit pas la même chose, qui n'a qu'une envie, c'est qui sent bien qu'il y a autre chose à l'intérieur de nous. Mais on est comme coincé dans ce personnage. On est coincé parce que ce qu'on a enregistré, c'est qu'on n'a pas le droit d'être autre chose. On n'a pas le droit parce que c'est dangereux, parce que c'est une question de vie ou de mort. Si je quitte ce personnage, je vais quitter l'amour, la reconnaissance et la sécurité de mes parents. Et ça, c'est impensable, parce que ça veut dire que je n'existe pas et que je ne peux pas survivre par moi-même. Donc ce sont des mémoires qui restent en nous. Ça veut dire que ces petites filles, ces petits garçons que nous avons été, enfants, qui ont été marqués par ces blessures, parfois même des traumatismes, qui ont grandi, elles ont grandi dans ce personnage et elles sont coincées dedans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces enfants-là, ils continuent de s'exprimer dans notre vie d'adulte, à l'intérieur de nous. On va accueillir, excusez-moi, quelqu'un. Ils continuent de vivre à l'intérieur de nous et ils s'expriment. Ils s'expriment en nous au quotidien et on ne s'en rend pas toujours compte. Bonjour Fred. Bienvenue. Merci. Tu prends un peu en cours de route, mais si tu as des questions, tu peux les poser et puis ou à les écrire, d'accord? D'accord, merci. Bienvenue à toi. Donc, aujourd'hui, de quelle manière s'exprime cet enfant intérieur, cet enfant blessé? Eh bien, elle s'exprime au travers de nos émotions désagréables. Toute la palette de couleurs qui tire évidemment de la peur, du dégoût, de la colère, de la tristesse, ce sont des émotions désagréables qui nous expriment que notre enfant blessé émerge à l'intérieur de nous à ce moment-là. Pourquoi il réapparaît dans notre vie aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que ces besoins non comblés sont toujours non comblés. Et que cette mémoire d'enfant attend toujours que quelqu'un les comble. Quand on est enfant, ça vient de l'extérieur. Ce sont les parents qui répondent à nos besoins. Nous ne sommes pas en capacité d'y répondre. Quand on est adulte, nous avons la capacité de le faire, mais notre système continue de nous faire croire que ce sont les autres qui doivent prendre soin de nous, que ce sont les autres qui doivent nous aimer, nous mettre en sécurité, nous reconnaître, nous écouter, nous entendre, nous valider. Sauf qu'à chaque fois que
un événement, une personne vient dans son attitude ou dans ce qui se passe réveiller un besoin non comblé, eh bien à ce moment-là apparaît à l'intérieur de nous cette mémoire d'enfant. Notre cerveau, il y a comme si une partie de notre cerveau que je vais appeler le cerveau adulte et la conscience d'adulte et la conscience d'enfant. La conscience d'enfant, c'est finalement notre cerveau émotionnel qui lui a emmagasiné tous nos souvenirs. On a une capacité de retrouver nos souvenirs en passant par l'émotionnel qui est incroyable. Donc, quand on est adulte, aujourd'hui, on est un petit peu comme du Canada Dry. Voilà, en apparence, on est des adultes, mais à l'intérieur, on ne l'est pas toujours. Évidemment, quand il y a un besoin non comblé de notre enfance qui réapparaît dans notre vie, eh bien, cette conscience change et on passe dans la conscience d'enfant, sans s'en rendre compte. Il n'y a rien qui change. On n'a pas changé d'apparence, ça n'a pas changé de couleur devant nous, il n'y a rien, on ne le voit pas, c'est indolore, incolore, et pourtant, à l'intérieur, au fond de nous, on réagit comme l'enfant que nous avons été à ce moment-là. On a le même sentiment de gouffre, on a le même sentiment de drame absolu, on a le même sentiment que ça durera toujours et que c'est l'autre en face qui est source de ma douleur. Vous me suivez ou pas? Ok? N'hésitez pas à poser des questions. Hein. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Comment? Non, mais carrément, on suit. Enfin, moi, personnellement, je suis. Ok. Et oui, c'est chouette. Ça résonne tellement. C'est fou. C'est précis, c'est net. Vas-y, continue, je t'en prie. Ok, super. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est important de vous souligner, c'est que pour moi, parce que je ne parle que pour moi, hein, pour Laura et Fred qui sont arrivés un peu plus tard, ce que je disais tout au début, c'est que je n'ai pas la vérité. La vérité, si elle existe, mais en tout cas, ce n'est qu'un point de vue. Donc, tout ce que je peux vous dire ce soir n'est que mon point de vue et que si vraiment vous prenez que ce qui vous parle et le reste, vous le laissez de côté, ça n'a aucune importance. Voilà, je vous partage simplement mes recherches, mes avancées, mon regard sur tout ça. Donc, surtout, sentez-vous à l'aise si vous avez le droit de ne pas être d'accord. Voilà. Ce qui est important pour moi de vous dire, c'est qu'il y a une grande différence entre la douleur et la souffrance. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est la douleur? La douleur, c'est du ressenti. Je suis touchée par quelque chose. C'est douloureux à l'intérieur de moi. Ça vient toucher dans mon cœur, ça vient toucher dans mon ventre, ça vient me toucher émotionnellement. Je suis touchée. La souffrance, c'est ce qui va découler de cette douleur-là. Si je suis touchée par quelque chose et que je reste à l'écoute de cette douleur, ça n'est qu'une douleur. C'est pas agréable d'avoir peur, c'est pas agréable. D'être triste, c'est pas agréable. D'être en colère, c'est pas agréable. Mais c'est pas souffrant. Ce n'est qu'une douleur, d'accord? Alors c'est vrai que dans nos éducations, on a souvent laissé très peu de place à ces émotions. Or nous, dans ce travail de l'enfant intérieur, elles ont une place évidemment incroyable. Dans la place première, c'est le héros de notre histoire, quelque part, l'héroïne de notre histoire, parce que ces émotions, c'est notre enfant intérieur qui s'exprime, qui nous dit « j'ai un besoin non comblé qui se réveille là ». Donc, c'est primordial de pouvoir les entendre, mais elles ne sont pas dangereuses, les émotions. C'est pas agréable, seulement pas agréable. Nous, on se bat pour généralement, quand on a une émotion, parce qu'on est des adultes, parce qu'on a été élevé aussi dans l'idée qu'il ne faut pas en avoir, que quand même. Du coup, dès qu'elle monte à l'intérieur de nous, on a tendance à vouloir mettre un peu un couvercle dessus, les cacher sous le tapis, ravaler, serrer, et surtout pas qu'elles arrivent. Et on a l'impression que quand on ne va pas bien, c'est à cause de ces émotions-là. Eh bien, je peux vous garantir que non. Si vous laissez ces émotions être là véritablement, elles sont juste là. Elles vont circuler et elles vont s'en aller. Ce qui crée de la souffrance, ce n'est pas l'émotionnel, c'est le mental. Le mental qui, lui, on a vu,
renferme 4 des 5 défenses que nous avons. Ce mental, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre conscience, c'est une partie de notre cerveau qui a enregistré, emmagasiné toutes les informations dans notre enfance, sur qui je suis, sur les hommes, sur les faces, sur le monde, sur l'argent, sur ceci, sur cela, sur qui je dois être, comment je dois faire, tout ça. Ça, c'est le mental. Le mental, il est là pour nous maintenir en vie. Il a été super, parce que jusque-là, a priori, on est tous vivants. Donc, il a super bien marché. Il a permis à tous nos enfants de survivre, à tous ces besoins non comblés. Donc, super, chapeau, merci. Mais le problème, c'est que en grandissant, ce mental aurait dû prendre moins de place. Celui qui nous a protégés, quand on devient adulte, il devrait ne plus avoir besoin de nous protéger. Or, aujourd'hui, il continue de nous parler comme si on était enfant. Il continue de nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Remarquez bien, d'ailleurs, cette petite voix qui est dans votre tête comme dans la mienne, elle n'est pas toujours très sympathique. Elle est même souvent très désagréable avec nous. Elle passe son temps à nous critiquer, nous dire qu'on n'est pas assez, nous dire qu'on est trop, nous dire que... Elle nous parle de toute la liste des choses qu'on a à faire en permanence. Hein. Dès qu'on a coché quelque chose qu'on a à faire, elle nous rajoute des choses. Elle dit ouais, mais t'as ça à faire, puis t'as pas fait ça, puis là tu l'as mal fait, puis là tu t'as rien, puis ah mais cette réunion t'étais pas bien, t'aurais pas dû, t'aurais ça. Voilà. Cette petite voix, elle était là effectivement pour nous maintenir dans notre personnage, parce que c'était une question de survie. Si je quitte mon personnage, papa et maman ne vont plus m'aimer, et je vais mourir. Jusque-là, c'est OK. Donc, on continue dans ce personnage et cette petite voix dans notre tête continue d'entretenir ce personnage, nous faisant croire que si on le quitte, on va mourir. Il y a danger. Je ne serai plus aimée, je ne serai plus reconnue, je n'existerai plus. Tout ça n'est évidemment pas la réalité et pourtant, c'est ce que nous raconte notre tête en permanence. Cette petite partie-là de nous, moi je l'appelle le parent censure, parce que quelque part c'est comme si on avait toujours nos parents dans notre tête qui continuent de dire ah c'est pas bien, t'as mangé un carré de chocolat, il faut pas que tu manges, il est 8 heures, on avait dit pas avant de dormir. C'est terrible, on est terrible avec nous. Cette voix-là, elle nous parle comme on n'oserait jamais parler à personne. On prend des gants, on est sympa avec les autres, on est hyper bienveillant avec les gens qu'on aime, on les écoute, on est là, on fait attention. Mais nous, au quotidien, on se parle très, très, très mal. Donc je vous invite dans les jours qui vont venir à vous amuser, à écouter la manière dont vous vous parlez au quotidien. Vous allez vous rendre compte que c'est ça qui crée la souffrance. Parce que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que cette partie-là de nous, elle s'est construite avec notre enfant blessé. Donc, quelque part, elle continue d'alimenter et de parler à notre enfant blessé. Avec toutes les croyances qu'on a emmagasinées sur ce que je suis, sur ce que je ne suis pas, sur ce que je devrais être, ce que je ne devrais pas être. Tout ça, on continue de se le rabâcher et on continue quelque part de se le dire comme si on était encore des enfants à l'intérieur de nous. Ça veut dire que quand je me parle comme ça, je pense que ça n'a aucun impact, mais ce n'est pas vrai. Je parle à mon enfant intérieur. Et quand on parle comme ça à un enfant, observez la manière dont vous parlez au quotidien, vous verrez que si vous parlez comme ça à un enfant, vous le terrorisez. Parce que généralement, on se dit qu'on est une merde. On dit, t'es une merde, tu n'y arriveras pas, ton examen, puis tu vas ça, puis tu regardes demain, ah, tu vas avoir ce projet, mais tu ne peux pas le faire, tu n'as pas d'argent, oui, puis tu n'y arriveras pas, puis tu n'as pas assez de temps, puis c'est ci, c'est là. Incroyable la manière dont on se parle au quotidien. À chaque fois qu'on est contre soi, comme cela, on se crée de la souffrance. Et on parle à cette petite fille ou à ce petit garçon qui est à l'intérieur de nous. Et on continue d'alimenter toutes ces choses qui l'ont fait souffrir. On continue de lui faire croire qu'il n'est pas une bonne personne, qu'il n'est pas assez, qu'il aurait dû être autrement. Vous me suivez? Ok. Oui. Oui, je t'écoute. Je t'écoute, Fred, tu voulais dire quelque chose?
Non, j'ai rien à dire. Je disais juste que je suivais correctement et je comprenais très bien les choses, c'est tout. Ok. Est-ce que, avant que je poursuive, est-ce que ça vous parle dans votre vie? Est-ce que vous pouvez, vous là déjà, voir, vous rendre compte de, est-ce que vous percevez quelque part cette part de personnage, d'enfant que vous avez été et de ce personnage qui est à l'intérieur de vous, que vous continuez d'essayer de jouer dans votre vie de tous les jours? Quelque part, quel rôle vous avez joué dans votre famille? Est-ce que vous êtes en capacité là de voir un petit peu la tête de votre enfant intérieur blessé ou pas? Mais carrément. Moi, je vois par exemple l'enfant abandonné et rejeté Absolument. qui après se sentait obligé d'être dans une séduction continuelle, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, ça, j'en ai pris conscience depuis quelques temps. Et en fait, dès que j'ai cette espèce de relent de séduction qui me va plus, qui me correspond plus, et ben, par contre, j'ai tendance à me juger, tu vois. Tendance à me dire, mais putain, mais t'es con, mais qu'est-ce que tu fais, quoi. Arrête, c'est plus pour toi, quoi, tu vois. T'as plus besoin de ça, quoi, tu vois. Mais par contre, je suis quand même, je me juge quand même par rapport à ça, tu vois. Oui. Je fais pas avec Alors, bienveillance, quoi. je vais t'expliquer ce qui se passe pour toi, Mathieu, par exemple. Les défenses dont j'ai parlé, elles sont graduelles. La toute première, on imagine qu'on a nos blessures qui sont ici, et la toute première qui nous a protégés, c'est la peur. Ensuite, au-dessus de la peur, nous avons la défense primaire qui est celle du jugement dont tu parles. Ensuite, au-dessus, il y a les deux autres qui créent de l'adrénaline, la colère et je vais être parfait. Et tout en haut, je descends ma main, et tout en haut, il y a celle qui se coupe. Donc on voit bien qu'on monte. Quand tu es dans celle qui veut absolument séduire tout le monde, tu es dans celui que j'appelle moi, finalement celui qui veut être parfait, ça s'appelle les faux espoirs. C'est-à-dire je vais tout faire pour être bien, pour être aimé, pour tout ça. Sauf que quand tu quittes cette défense-là, eh bien souvent, on descend à une autre. Tac. On ne va pas forcément aller jusqu'en bas des blessures, on va descendre graduellement dans les défenses. Et là, tu te retrouves effectivement, Mathieu, dans une défense qui est juste en dessous, qui est celle effectivement de la critique, du jugement. Si tu descendais encore plus, tu pourrais toucher la peur. Incroyable. Et derrière, jusqu'où, ouais, c'est ça, jusqu'où on peut descendre. tout en bas, il y aurait tes blessures. Mais les blessures, pour les toucher, c'est accepter de descendre dans son émotionnel. Finalement, d'oser ressentir pleinement tout ça. Sauf que notre organisme, il a tout fait pour qu'on ne le ressente plus. Il ne veut plus qu'on y aille. Il dit non, on n'y va pas, c'est trop dangereux, tu vas mourir. Donc, il nous maintient dans des protections qui sont des croyances, bien évidemment. Donc, évidemment, c'est tout un chemin que pouvoir parfois descendre. Mais il y a la conscience. Déjà, tu t'en rends compte. Déjà, tu as vu que tu étais là. Et maintenant, tu peux savoir que tu es là. Et effectivement, là, ça va pouvoir m'aider à embrayer finalement sur la clé, comment sortir de tout ça. Eh bien, cette personne que vous savez très bien être avec les autres, cette personne bienveillante que vous savez être avec les autres, parce qu'effectivement, avec les autres, on est généreux, on donne, on a un grand cœur. Toutes les personnes qu'on aime, on a une capacité énorme à leur offrir des belles choses. Mais les trois quarts de ce qu'on leur offre, on ne se les offre pas à nous. Mais on attend que ce soit eux, en retour, qui nous les donnent. Parce que c'est comme ça que ça fonctionnait quand on était enfant. Tout ce que je leur donne, ils pourraient me redonner. Et en plus, je leur montre bien exactement ce dont j'ai besoin. Donc, ils pourraient faire exactement la même chose et me leur donner. Quoi. C'est quand même clair ce que je fais. Évidemment. Et les autres, ils sont nuls parce qu'ils ne nous donnent absolument pas ce dont on a besoin. Et alors, ils essaient aussi de nous donner des trucs, mais c'est jamais exactement ce dont on a besoin. On se dit, putain, mais c'est pas, et t'as ça. Mais non, ça marche pas. Et du coup, on leur en veut parce qu'on se dit, ben alors, j'ai pas choisi le bon mec, quoi. J'ai pas choisi le bon boulot, j'ai pas choisi le bon patron. Mais ma vie est ratée, voilà. Et hop, et on finit par se dire, c'est de ma faute, de toute façon, je suis nulle. Et hop, et on retombe, évidemment, contre soi. Voilà comment ça fonctionne. Donc, cette part-là, qui est naturelle chez nous, êtres humains, cette part bienveillante, cette part qui se loge dans le cœur, cette capacité d'accueil, de compassion, d'empathie qu'on a et qui est notre humanité, eh bien, c'est évidemment cette part-là qu'on va diriger, non pas vers nous, parce que l'adulte que l'on est
a besoin de personne. Il va bien, notre adulte. Notre adulte, il va bien en tant que tel, parce que c'est pas lui qui a besoin. L'adulte, il est autonome. Même si on nous fait croire qu'être adulte, c'est quand on est autonome financièrement, on nous dit ouais, quand tu seras autonome financièrement, tu es un adulte, ouais, super. Ou tu as 18 ans, tu es un adulte, ouais. On se regarde devant la glace, ouais, pas tout à fait quand même. La première fois, ouais, c'est ça. Alors, même nous, on se fait croire qu'on est adulte. En plus, on joue le rôle des adultes, on dit ouais, faut être sérieux. Ah, c'est sérieux la vie, faut plus rigoler, on est des adultes. Qui a dit ça d'abord? Que la vie des adultes, ça devait être chiant et que ça devait être sérieux. La vie, c'est pas sérieux, c'est la vie. Mais on essaye de jouer aux adultes. Ok? Parce qu'effectivement, on n'est pas très sûr de nous. Mais ce qu'on ne nous apprend pas, c'est que être un adulte, c'est être autonome affectivement. Et ça, personne ne l'est. On n'est pas adulte. Parce que quand c'est dans l'affectif, ben on a besoin des autres. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Parce que c'est ça qui est enregistré à l'intérieur de nous. Ceux qui doivent répondre à nos besoins fondamentaux sont nos parents. Et quand ils n'y répondent pas, je vais mourir. Donc, en grandissant, ceux qui ne répondent pas à mes besoins fondamentaux et qui sont les gens que j'ai choisis autour de moi, s'ils n'y répondent pas, je vais mourir. Donc, j'ai absolument besoin d'eux. Et là, je donne mon pouvoir aux autres. Et je leur dis, bah écoutez, voilà, bah, tu m'aimes, je suis heureuse, tu m'aimes pas, je suis malheureuse. Tu me dis que je suis conne, je suis malheureuse. Tu me dis que je suis une fille super, je suis heureuse. En gros, je t'ai donné mon pouvoir d'exister. C'est quand même fou. Et qui sait qui je suis, à part moi? Personne. C'est pas parce qu'on me trouve pas intéressante, c'est pas parce qu'on me trouve moche, c'est pas parce qu'on me trouve conne, c'est pas parce qu'on me trouve où j'intéresse personne que je ne suis pas quelqu'un d'intéressant, que je ne suis pas belle pour moi, que je ne m'écoute pas, que moi je sais que j'ai de la valeur. Mais nous, on a besoin des autres. Et s'ils ne nous le donnent pas, ben, on est malheureux. Parce qu'en fait, là où ça fait mal, c'est à l'endroit des blessures, c'est à l'endroit des besoins fondamentaux qui n'ont pas été comblés. Si je ne me suis pas sentie reconnue, entendue par mes parents, à chaque fois quelqu'un va me donner, à chaque fois que j'aurai besoin que l'autre me reconnaisse et qu'il évidemment ne va pas me reconnaître, eh ben, je vais souffrir. Je me crée ma propre souffrance en donnant le pouvoir aux autres de répondre à mes besoins. En tant qu'adulte, je suis en capacité de répondre à mes besoins. Mais aux besoins de l'enfant que j'étais, à ses besoins affectifs. Si à l'intérieur de moi, si dans mon enfance, j'étais une petite fille qui ne se sentait pas aimée pour ce qu'elle était, eh ben, je vais toujours avoir l'impression qu'autour de moi, les gens ne m'aiment pas pour qui je suis. Et je vais avoir l'impression que c'est de leur faute. Alors qu'en fait, ils ont le droit. C'est simplement moi qui ne me regarde pas dans cet amour-là. C'est moi qui ne regarde pas la petite fille que j'ai été avec cet amour-là. C'est moi qui ne la reconnais pas. Alors que foncièrement, tout au fond de moi, je suis la seule personne à savoir exactement ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Je suis la seule et l'unique personne qui peut répondre à mes besoins exactement pile poil comme il faut. Puisque moi, je sais que tout ce que j'ai vécu, c'est la vérité, c'est ma vérité. Donc on n'est pas là, évidemment, dans tout ce travail-là pour faire le procès des parents. Les parents, ils sont ce qu'ils sont aussi des enfants blessés. On n'est pas là pour les pendre en place publique. On est simplement là pour réhabiliter, quelque part, la parole et le ressenti de l'enfant que nous avons été. Souvent, quand on grandit, on regarde l'enfant que nous avons été un petit peu de haut. Ouais, alors on relativise, on se dit ouais, mon histoire, bon, j'ai compris des trucs, parce que bon, ma mère, quand même, c'était difficile, puis mon père, ok, ça c'est l'adulte qui parle, mais ça fait rien à l'enfant que nous avons été, ça le réhabilite pas du tout.
Ce dont l'enfant a besoin, c'est exactement comme vous parlez à un petit enfant. Généralement, quand on veut parler à un enfant, on se met à sa hauteur. On s'accroupit, on descend, on vient lui parler dans les yeux, on ne le regarde pas de haut, et non, ouais, hein. Sinon, évidemment, on lui parle en espèce de dominant comme ça. Et quand on veut toucher un enfant, on lui parle en face à face. Et quelque part, c'est ce face à face-là qu'on essaie de retrouver. On essaie de se reconnecter avec l'enfant qu'on a été parce que c'est lui qui finalement sait ce qui lui a manqué et qui continue de réclamer aujourd'hui. Oui, Laurence. Dis-moi, Marianne, quand tu as occulté une partie de ton enfance, alors, quand tu as occulté une partie de ton enfance, c'est que ton mental de défense a fait un bon travail. mais c'est-à-dire que tu as vraiment une partie de ta vie où tu ne te souviens plus de ce que tu aimais faire, pas faire. Enfin, moi, je parle pour mon cas, par exemple, quand on me demande ce que j'aimais quand j'étais petite fille, bah, à vrai dire, je ne sais rien. Ouais. Souvent, la mémoire, en fait, elle est… voilà, quand les mémoires, parfois, peuvent être douloureuses aussi, ben, c'est plus facile. Le cerveau choisit d'oublier. Après, l'accès… Est-ce que ça peut revenir? Oui. Est-ce Mais que ça tu peut peux pas le faire revenir. comme ça? Absolument. On y a accès par l'émotionnel. Parce que tout est enregistré dans ta mémoire émotionnelle. Dans ton corps. Et dans ta mémoire émotionnelle, tout est enregistré. Donc, on y a accès. On peut y avoir accès par les émotions. En fait, dans mes accompagnements, finalement, en se mettant en contact avec ce qui se passe corporellement, physiquement ou émotionnellement, les images, elles reviennent. On peut reconnecter à des images très anciennes. L'idée, c'est que si tu as mis le couvercle dessus, c'est que ton organisme a décidé que c'était trop dangereux pour toi de le réouvrir. Évidemment, on sait qu'aujourd'hui, c'est plus vrai. Tu vas plus mourir de ça. Mais ton organisme, il continue de bien te protéger. Donc, comme les psychothérapies, tu mettent le couvercle aussi sur certaines choses. L'idée, tu veux dire que les psychothérapeutes mettent le couvercle dessus? Moi, je peux te dire, pour avoir, bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler éventuellement, fait une psychanalyse, et je sais qu'il y a des choses qui allaient sortir et que le psy, enfin, moi, je l'ai compris comme ça, sentait que c'était vraiment trop borderline de le faire sortir et qu'il valait mieux. Écoute, il y a des… Après, bon, voilà, je ne peux pas parler de cette personne et de ce qui s'est passé, mais effectivement, moi, je travaille avec l'émotionnel. Donc, ça veut dire que j'apprends aux personnes de ne plus avoir peur de leurs émotions. Mais il y a des thérapeutes qui ont peur des émotions. Il y a des personnes pour qui c'est impressionnant de voir le corps réagir et l'émotion réagir. Si effectivement, il n'est pas en capacité lui-même de finalement… bon, ça, c'est un autre. Mais en tout cas, il ne se sentait pas en capacité de pouvoir t'aider et t'accompagner à accueillir ça. Ça arrive, hein, ok. Mais il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. Ce que je dis très souvent dans mon cabinet, c'est que quoi qu'il se passe, même si on se retrouve finalement à retrouver la peur initiale de ce besoin non comblé, personne n'a été enterré dans mon jardin. Hein. On ne meurt pas de ça, c'est impossible. On ne meurt pas d'une mémoire émotionnelle, tu vois. Mais tout notre organisme fait tout pour qu'on n'y aille pas parce que lui, il pense qu'on va mourir. Donc, c'est super bien foutu. Sauf qu'aujourd'hui, non seulement ça ne nous fait pas mourir, mais ça nous fait souffrir. Parce que ce sont nos défenses qui nous font souffrir. Parce que du coup, on refuse tout. On ne veut surtout pas ressentir et on veut toujours se protéger. Il pense qu'on a encore 3 ans, 5 ans et qu'il faut encore nous protéger. Mais on n'a plus besoin de se protéger aujourd'hui. De quoi on se protège? La vie, elle est incertaine. Finalement, il nous met dans une… Il essaie, cet organisme-là, ces protections, essaie de nous mettre en sécurité. Voilà. Toute notre enfance, pour pallier à ces blessures, notre organisme a tout fait pour nous mettre en sécurité. Sauf qu'en grandissant, on a très vite compris qu'on allait mourir. Donc la sécurité, elle est où? Nous, en tant qu'adultes aujourd'hui, on sait qu'on va mourir. Il n'y a aucune sécurité dans notre vie. On peut mourir demain, nos enfants peuvent mourir demain, c'est terrible, mais c'est comme ça. C'est notre existence.
Et pourtant, on continue de se mettre en sécurité. Alors voilà, alors quand j'aurai ce travail-là, ah là, c'est bon, c'est sécure, là, c'est sécure. Mais sécure de quoi? Tu peux mourir en sortant de chez toi. Voilà. Ouais, quand j'aurai trouvé, là, il faut un couple, là, c'est sûr, là, sécure. Voilà, on essaye de se mettre de la sécurité en permanence, de se protéger en permanence. On se protège pour pas avoir mal. Mais la douleur, comme je le disais en début, la douleur n'est pas la souffrance. La douleur, ça fait juste mal, ok. Mais ça fait partie de la vie. C'est notre humanité, c'est notre vivant, les émotions. C'est ce qui nous dit qu'on est vivant. Est-ce qu'il est nécessaire de passer Est-ce qu'il est nécessaire de passer par la douleur pour se délivrer, ce genre de choses? Oui, il n'est pas nécessaire de passer par la souffrance. Il est nécessaire de contacter la douleur pour la ressentir, parce que la douleur, c'est ton enfant. Donc, si tu ne contactes pas ta douleur, tu ne contactes pas ton enfant. Tu ne vas pas lui parler par ton mental, puisque ton mental, c'est ta défense. Le mental, c'est comme si tu demandais à l'assassin de résoudre le meurtre. Il se fait un plaisir. Hein. Il dit oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, il nous emmène à droite, il nous emmène à gauche. Mais jamais il va nous emmener toucher la douleur. Tu comprends, Mathieu? Il fait tout pour nous emmener ailleurs. C'est pour ça que pour entendre cet enfant à l'intérieur de nous, ça demande de se mettre à l'écoute de l'émotion. Parce que l'enfant n'est là que quand on a des émotions désagréables. Si on a des émotions agréables, c'est l'enfant naturel. Donc tout va bien, c'est cool. Et de ne pas avoir peur d'aller dedans, du coup. Du coup, il faut vraiment plonger dedans. Ne pas avoir peur d'aller dedans, absolument. Elles sont absolument elles sont pas dangereuses, les douleurs. Ça fait mal, mais en même temps, ça nous permet d'entendre. Dès que je suis touchée par quelque chose, ça m'appartient. C'est mon histoire. Il y a des moments où on peut avoir l'impression aussi qu'on a envie de se foutre en l'air, quoi, tu vois. Mais tu vois, la douleur un peu. C'est ton mental qui est en train de rajouter une couche. C'est pas ta douleur. La douleur, elle est corporelle, elle est émotionnelle. Mais généralement, le mécanisme, c'est que pour nous protéger en tant qu'enfant, dès qu'on a une douleur, il y a maintenant une défense qui se met là. Et c'est la défense qui te dit que tu es une merde. C'est la défense qui te dit que l'autre, c'est un enfoiré, que y a ceci, que cela. C'est la défense qui te raconte que tu n'y arriveras jamais, que de toute façon, tu ne vas pas t'en sortir, que personne ne t'aime, que ceci, que tu es tout seul. C'est ta défense. C'est ton mental. C'est pas ton émotion. Ok, et du coup, tu suggères quoi quand tu es dans un état comme ça? Ben, quand tu es dans un état comme ça, c'est de venir dans ton corps, finalement. Parce que le corps, c'est là que tu éprouves. C'est là que nous faisons l'expérience de la vie. C'est par le corps, par nos sens. C'est par là que nous avons tout enregistré. D'accord? Donc, il faut qu'on se mette en contact avec ça. Si on est là-haut, on est avec le blabla de celui qui nous raconte la vie depuis des filtres, nos croyances, nos défenses. C'est des filtres qui nous font voir la vie sous cet angle-là. Donc, on ne peut pas résoudre la problématique par là. Ça demande effectivement d'apprendre à se mettre à l'écoute des sensations physiques et émotionnelles quand elles émergent. Faites l'expérience que ce soir, demain, dès que vous êtes touché par quelque chose, dès que vous voyez que vous avez conscience que vous êtes touché par quelque chose et que vous le sentez dans votre corps, plutôt que d'essayer de bloquer et de focaliser sur l'autre qui va déclencher cette chose-là, monter dans la tête. Posez-vous avec vous et venez sentir où est-ce que ça se passe dans mon corps. C'est où? C'est là, c'est dans le ventre. Ça fait comment? Et puis sentir, est-ce qu'il y a une émotion qui se dégage? Et surtout pas être dans la réflexion. Juste sentir, apprendre à sentir, à laisser là. Et qu'est-ce qui se passe quand je laisse ça? Et bien quelque part, je dis à mon enfant intérieur que je l'accueille tel qu'il est. Là, je l'accueille. Elle est triste. Ok, t'es triste. Je te sens à l'intérieur de moi. T'es triste. Ok, welcome. Je suis en colère. Ok, t'es en colère. Ok, je t'accueille en moi. Je t'accueille parce que je te ressens à l'intérieur de moi. Ces émotions, ce sont des émotions d'enfant. Si vous lui dites ferme ta gueule, vous dites à l'enfant que vous étiez, ferme ta gueule, ce qu'il a déjà entendu quand il était enfant. Vous continuez d'alimenter ce qu'on vous a dit de faire. Vous voyez? Alors que là, on essaie
De quoi a besoin cet enfant? Il a besoin d'un père, d'une mère qui l'aime de manière inconditionnelle. Il a besoin qu'on l'accueille. Il a besoin qu'on l'aime, qu'on s'occupe de lui. Au moment où ça émerge, ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer dans le présent. Sachez-le, vous êtes reparti en arrière comme moi. En un quart de seconde, on est, je sais pas, à 5-6 ans et on vit notre situation d'adulte comme un enfant est perdu. Donc, c'est terrible. Donc, le tout, c'est de savoir qu'à ce moment-là, ben non, j'ai 3 ans. Ben, peu importe l'âge que j'ai, je sais que je suis un enfant. Donc, je suis vulnérable. Et nous, on a peur de notre vulnérabilité. Mais notre vulnérabilité, c'est notre sensibilité. C'est ce qu'on a de plus précieux, notre vulnérabilité. C'est vraiment notre humanité. N'ayons plus peur de cette vulnérabilité. Aujourd'hui, on ne craint plus rien. On est en vie. Donc, d'aller finalement sentir cette part vulnérable. Quelque part, moi, ce que je propose, c'est même quelque part de venir en contact avec la sensation physique et émotionnelle et de se laisser redevenir un petit enfant vulnérable, fragile. De se laisser revenir comme si j'avais 5-6 ans pour entendre cette part-là de moi qui dit « mais lui m'aime pas, j'aimerais qu'il me fasse ci, qu'est-ce qu'il est en train de dire à l'intérieur de moi? Parce qu'évidemment, je suis en train de demander aux autres, mais la seule personne qui peut y répondre, c'est moi. Si je peux entendre cet enfant à l'intérieur de moi, je peux changer mon regard sur lui. Je peux lui apporter ce dont il a besoin. Je peux apprendre à l'aimer là où il ne sait pas aimer. Là où une partie de nous continue de lui dire qu'il n'est pas aimable. C'est finalement venir dans cet espace du cœur dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir voir que cet enfant, il est juste innocent. Il n'a rien demandé à personne. Il a juste besoin effectivement d'être reconnu. Mais d'être reconnu par qui? Par nous. D'être entendu par qui? Par nous. D'être validé par nous. Et vous verrez que quand vous commencerez à vous occuper de cet enfant et effectivement à répondre à ses besoins, mais vous ne demanderez plus aux autres de le faire. L'autre, il n'y répond pas, il trouve que voilà, il ne m'écoute pas. Ben, il ne m'écoute pas, mais moi, je m'entends. Moi, j'entends cette petite fille. Et moi, je sais qu'elle est imparfaite, mais qu'elle est parfaite comme ça. Je ne vais surtout pas lui demander d'être une gentille petite fille. Je ne vais surtout pas lui demander d'être quelqu'un de bien. Parce qu'elle a le droit, des jours, de ne pas être quelqu'un de bien. C'est l'accueillir comme elle est. Complètement comme elle est. Et surtout pas lui demander d'être meilleure, de réussir, d'être ceci, d'être cela. Parce que c'est ça aussi notre souffrance. On veut pas être dans l'échec, on veut être dans la réussite. Mais là, on se coupe la moitié. On est un tout. On est capable d'être tout. Et nous, on voudrait être que la lumière. Mais non, il y a aussi la nuit. Et c'est parce qu'il y a la nuit qu'il y a le jour. C'est parce qu'il y a la lumière qu'il y a l'ombre. Tu vois, on a besoin de ces opposés. Et nous, on voudrait être qu'une bonne personne qui réussit. Le reste, ah non, ça n'en veut pas, je ne veux pas être comme ça. Mais si, il y a des jours où on n'est pas terrible. Et d'accepter aussi quand on n'est pas terrible. C'est pas nous, c'est pas une identité. Nous, on s'est identifié, on s'est identifié dans notre personnage. Je dois être sage, je dois bien travailler à l'école, je dois bien m'occuper de mes enfants, je dois être une mère comme ça, une femme comme ci, un père comme ci, un père comme ça. Voilà, j'ai enregistré que fallait que ça soit d'abord les autres, moi après, sinon je suis égoïste. Voilà, plein de choses qu'on a enregistrées. Mais non, il y a des jours où je suis égoïste. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un d'égoïste. Parce que ça se trouve, 10 minutes après, je serai quelqu'un d'hyper généreux. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un d'hyper généreux. Je suis à la fois généreux, à la fois égoïste. Je suis tout ça. Et vous êtes tout ça. Arrêtons de vouloir absolument être ci ou ça. Parce que ça nous enferme. Ça nous enferme dans nos personnages. Et quand on ne l'est pas, qu'est-ce qu'elle dit, la petite voix? Elle dit, c'est pas bien. Tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça. Mais ta gueule. Je ne dois rien, je suis comme ça et quelque part c'est apprendre à s'aimer comme je suis, imparfaite.
c'est ça le chemin pour arrêter la souffrance. Et puis, il y a une autre chose très importante pour aider à ne plus être dans la souffrance, c'est l'acceptation. Ça, c'est la chose très difficile. Accepter ce qui est. C'est pas agréable. Voilà, j'avais prévu que ce week-end, ça serait la teuf ou ça serait je sais pas quoi, j'étais hyper contente, tout ça, puis d'un coup, tout s'annule. Et pendant 3 jours, je fais la gueule parce que c'était pas ça que je voulais. Moi, je voulais qu'il y ait ceci, je voulais que les copains y viennent, je voulais pas qu'on soit confinés, je voulais pas que ça s'arrête à 18h, et c'est pas ça que je veux. Et du coup, pendant plusieurs jours, je râle. Je râle parce que c'est pas ça que je voulais. Oui, mais c'est ça qui est. Oui, mais c'est pas ça que je veux. Oui, mais tu peux rien faire, il y a un mur. Oui, mais quand même. Et ça, à part nous créer de la souffrance, ça crée rien d'autre. Il y a aussi ce chemin d'accepter. Ça me rappelle quelque chose. D'accepter finalement que c'est ce qui est là. C'est pas ce que j'aurais voulu, là, dans l'instant. Mais c'est ce qui est là. Quand il pleut, on se dit pas « Oh, chouette, il pleut, c'est génial, ouh !» Alors, de temps en temps, quand on a besoin pour le jardin, mais sinon, t'es pas là « Ouais, super !» Évidemment, on aurait plutôt tendance à dire « Ah ouais, c'était bien hier, il faisait beau, c'était super, oh là là, j'aimerais bien qu'il fasse beau encore. » Ouais, mais surtout qu'il pleut. Alors, soit tu te pourris ta journée parce que tu te dis toute la journée, c'est pas ça que je veux, soit tu essayes un autre chemin qui est « Ok, il pleut, j'y peux rien. Je peux pas changer ça. C'est pas de mon ressort. Je peux pas, je suis pas maître à bord. Donc j'accepte que je ne peux pas contrôler. Ok, ces embouteillages, je voulais être à l'heure à mon rendez-vous, je le suis pas. Alors soit je choisis de râler contre tous les connards qui sont là devant moi et qui avancent pas assez vite, et que justement il y a le camion qui vient, le poubelle qui vient m'embêter. Soit je choisis de râler et de me dire ouais, j'arrive en retard et en plus en colère. Soit j'accepte que je peux rien y faire. Ben, je vous assure que ça change tout. Hein. Et c'est comme ça. La colère peut être libératrice des fois. Mais la colère, évidemment, la colère, c'est une énergie. Mais la colère, elle cache toujours autre chose. Parce que c'est quand même une défense. Elle est quand même une manière de dire c'est ta faute à toi là-bas et c'est pas moi. Derrière la colère, il y a souvent de la tristesse. Il y a toujours de la tristesse. Et derrière la tristesse, il y a de la peur. Hein? Et de la peur, bien évidemment. Mais la colère, évidemment, j'entends ta réflexion, Laurence. La colère, elle est aussi une capacité de dire non, de dire stop. D'accord ? Ça fait partie de nos mécanismes qui est stop. Là, c'est stop. Ok ? Sauf que généralement, quand je suis en colère, j'ai une petite fille à l'intérieur ou un petit garçon pour les hommes, un petit garçon ou une petite fille à l'intérieur qui est en colère contre moi. Parce que je suis en train de croire ce qui est en train de se passer, parce que je pense que ceci, je pense que l'autre est responsable. Généralement, il y a une petite fille qui est en colère contre moi. Tu observeras que derrière la colère, il y a toujours quelque chose d'autre. Même si effectivement, la colère, au départ, elle sert à poser la limite. D'accord ? Mais généralement, quand on arrive à la colère, c'est qu'on a un sentiment d'impuissance. Sinon, on n'a pas besoin de se mettre en colère pour poser sa limite. C'est clair. Voilà. Donc, le sentiment d'impuissance, il raconte autre chose. Il raconte qu'il y a effectivement, donc du coup, la colère est une défense. Le sentiment d'impuissance raconte que, effectivement, là, je suis démunie, donc du coup, je m'énerve. Des fois, c'est la manifestation de la colère, par exemple, de taper sur la table, d'envoyer balader les trucs, qui te fait du bien. Après, je ne dis pas que la colère en elle-même, je suis d'accord. que le sentiment… Ça, je suis absolument d'accord avec toi. Les émotions, elles doivent vivre. Parce que sinon, elles restent bloquées dans le corps, voilà. Sinon, elles créent des maladies. Donc, on est d'accord. Votre corps, notre corps, si le mental est trop en stress, il va envoyer ce stress dans le corps et il va déclencher des maladies. Donc, effectivement, les émotions, c'est pour ça que nous, on met le couvercle dessus, mais non, elles doivent vivre, ça circule. C'est pour refaire circuler. Donc, évidemment, la colère, l'idée, c'est de ne pas l'envoyer dans la tête du voisin parce qu'il n'est évidemment pas responsable de ce qui est en train de se passer, mais un bon coussin, effectivement, un punching ball, un bon hurlement, ça fait énormément de bien et c'est hyper important de pouvoir expulser ça quand c'est là, de pouvoir s'énerver, taper, c'est super.
mais pas sur quelqu'un. Mais ce qui est contraire à l'éducation souvent qu'on a reçue, en fait. Absolument, absolument. Mais c'est effectivement, la colère, elle est souvent interdite dans les familles. Sauf quand on est dans des familles colériques où là, ça devient quelque chose qu'on a le droit d'avoir. Comment? Maravi, tu parles, mais je t'entends pas. Donc, effectivement. Non, mais même au-delà de la colère, il y a des manifestations que dans certaines familles qui n'étaient pas de mise. Hein. Mais la plupart du temps, on n'aime pas que les enfants soient tristes, on n'aime pas que les enfants soient en colère, ça c'est quand même très courant, hein, on n'autorise pas les enfants à être en colère. Par contre, les parents s'autorisent à l'être, ça c'est clair. Donc, oui. les émotions en général, les émotions désagréables sont généralement refusées par les parents, de moins en moins maintenant dans les éducations collectives, mais évidemment que dans la majorité, dans les éducations, c'est ce que nous avons vécu plus ou moins en fonction des familles. Voilà, hein, ça ne va pas avec l'enfant sage et bien élevé qu'on voudrait avoir. Oui, Dieu merci que ça change. Dieu merci que ça change. Bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je trouve que tu as vraiment été clair. Fred, ça serait bien de couper ton micro. C'est toi qu'on entend, je crois, en bruit de fond. Je sais pas, La télé. Je sais pas si c'est Fred. C'est Mathias, c'est toi, Mathias. C'est chez toi qu'on entend du bruit, je pense. On entend beaucoup de bruit. Ok. Ouais, on entend beaucoup de bruit chez toi, chez Mathias. moi, d'accord. Est-ce que tu peux couper ton micro, sauf si tu veux nous parler, ça serait avec plaisir. Tu veux dire quelque chose, mon Matt, ou quoi? Non, j'étais attentif à ce que vous disiez. Ok. C'est vraiment chouette, quoi. Tu vois, t'es vraiment une pointure, Marianne, et tout ce que tu dis, ça résonne vraiment à l'intérieur, vraiment, vraiment, vraiment. Je t'appellerai pour te parler d'un ou deux trucs. Okay. Et ça paraît tellement évident, quoi. Ça paraît tellement évident. Mais c'est une sacrée gymnastique. Pendant un temps, je le faisais quand tu m'avais briefé là-dessus. Pendant un temps, je le faisais, mais c'est vraiment une gymnastique au quotidien de revenir dans son enfant intérieur. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas le mode automatique. Le mode automatique, c'est la survie. C'est la défense, c'est le mental, c'est tout ce mécanisme-là qui est en place depuis toutes ces années. Ça, c'est le mode automatique parce qu'effectivement, c'est comme, en fait, notre civilisation, elle a évolué, mais c'est comme si tout ce système-là, il n'avait pas évolué, en fait. C'est comme si on avait toujours un vieux Windows et qu'on n'avait pas fait la nouvelle version, quoi. Donc, ça continue de nous protéger pour des choses qui ne devraient plus l'être, en fait. Donc c'est vrai que ça demande, comme toute chose, de s'entraîner dans un autre sens. Quand on veut devenir pianiste ou quand on veut même savoir jouer du piano ou savoir faire tel ou tel sport, on s'entraîne. Et effectivement, c'est un entraînement. L'idée, c'est pas de réussir à le faire. Moi, quand j'accompagne les gens, je leur apprends à s'entraîner, à le faire le plus souvent possible, à leur donner des outils pour apprendre à faire ça de plus en plus facilement pour que ça devienne un nouvel automatisme. Moi, aujourd'hui, c'est devenu un automatisme pour moi. Mais parce que pendant longtemps, et puis j'ai commencé à le faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être parfois que des switches. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me touche dans l'instant. Je sais automatiquement que je suis dans ma petite fille, donc je n'ai même pas besoin de repasser dans le passé. Je n'ai même pas besoin de poser quoi que ce soit comme question. Je suis tout de suite en contact et je sais tout de suite de quoi elle a besoin parce que je suis en contact avec elle, parce que je sais qu'elle existe au fond de moi. Donc c'est vrai que ça peut durer un quart de seconde où tout d'un coup, je sais ce qu'elle attend de l'autre, finalement, qui ne me donne pas, et que du coup, je sais tout de suite, et du coup, je lui offre, et hop, je peux revenir dans mon adulte, dans la conversation. Parfois, ça prend un peu plus de temps, et à ce moment-là, je reste avec ma petite fille jusqu'à ce que je sente que ça s'est apaisé à l'intérieur. Tant qu'à l'intérieur de moi, c'est pas apaisé, je ne suis pas revenue dans mon adulte. Et surtout pas chercher à comprendre, surtout pas chercher, voilà, dès qu'on est le blablabla, on n'est plus là. Et le chemin, il est par là. Il est vraiment, vraiment d'oser être dans son émotionnel et de se laisser être dans l'émotionnel pour entendre cette petite voix d'enfant qui est au fond de nous. Ok, excellent, trop bien, ouais.
Oui, Laurence. Non, Maria, c'est juste, mais c'est peut-être pas le propos pour ce soir, de savoir aussi comment s'affranchir d'un éventuel sentiment de culpabilité par rapport à ses parents, au jugement qu'on peut leur porter, qui aurait pu justement blesser notre enfant, la petite fille que j'ai été ou que d'autres ont pu être. Donc la C'est quand même un culpabilité, sujet, ça aussi. c'est quoi par exemple? C'est-à-dire que tu te sens coupable? Je ne sais pas, la culpabilité de se dire je me sens coupable ou quelque part, si je reconnais que j'ai souffert, c'est peut-être parce que quelque part j'ai un reproche à faire à mes parents. Que moi, par exemple, bon, je ne vais pas dévoiler ma vie privée, mais que par exemple, moi, mes parents étaient trop occupés par leur vie et que je n'ai peut-être pas reçu ce qu'à l'époque j'aurais aimé recevoir. Absolument. Et ça, quelque part, ça peut t'empêcher d'avancer. Alors, tout ça, l'important, c'est de savoir effectivement ce qui nous a manqué. Finalement, c'est de connaître aujourd'hui quels sont les besoins qui continuent d'agir dans nos vies aujourd'hui, qui continuent d'être réclamés par les autres. Quels sont ces manques qu'on continue de demander aux autres de combler. Tes parents, aujourd'hui, ils sont plus dans le jeu. Ils sont plus de la partie. Il n'y a plus que toi avec toi. Il n'y a plus que toi avec cette petite fille. Cette petite fille, tout ce qui lui a manqué, aujourd'hui, Laurence, tu serais en capacité de lui offrir en tant qu'une bonne mère, en tant qu'un bon père, quelque part en tant qu'un parent bienveillant, qui est là, qui est en capacité d'être connecté à son cœur et qui peut apporter à cette petite fille ce qui lui a manqué. Si tes parents n'ont pas été là, comment toi tu peux être là pour elle? Comment toi tu peux l'entendre? Comment toi tu peux, quand tu sens que ça ne va pas à l'intérieur, la valider, l'autoriser déjà à pas être bien et dire et lui montrer ta présence puisque c'est ça qui t'a manqué. La culpabilité, on ne fait pas de procès. Les parents, tes parents, ils étaient blessés comme toi et du coup, ils n'étaient pas en capacité de le faire. Maintenant, ce qui est très important quand tu parles des parents, c'est de ne plus rien attendre. Notre enfant à l'intérieur, elle attend toujours. Elle attend toujours que papa il me reconnaisse, que maman m'a donne l'amour qu'elle ne m'a pas donné. Donc parfois on continue d'aller voir papa et maman en espérant que papa et maman un jour répondent à ces fameux besoins. Et à chaque fois qu'on y va, eh ben, on se retrouve, on a 10 ans et on se dit c'est reparti qu'un bain tour et c'est la morale et c'est machin. Et on retombe tout le temps dedans. Et on se dit mais mince, il ne voit pas que je suis une adulte, il ne me traite pas comme une adulte, il me parle encore comme si j'étais une enfant et puis il ne me donne toujours pas ce dont j'ai besoin. Oui, parce qu'ils ne sont pas en capacité de le faire, sinon ils l'auraient fait déjà depuis belle lurette. Et là, je vais te dire, c'est encore plus dur quand les parents sont plus là et que tu réalises un certain nombre de choses. Oui, sauf que de toute façon, il n'y a plus rien à attendre. Parce oui, que oui. Ce qu'ils pourraient te donner aujourd'hui ne viendrait jamais réparer ce qu'ils n'ont pas su te donner en amont. Parce que la blessure, elle est en amont, elle n'est plus maintenant. Elle apparaît aujourd'hui, elle réapparaît aujourd'hui, elle se réveille comme si tu mettais du sel dessus, mais c'est tout. Même si tes parents te disaient aujourd'hui, même s'ils étaient vivants et que tu disais machin, ça ne changerait rien. Il y aurait toujours ce truc à l'intérieur parce que ça ne serait jamais suffisant. Et la seule personne qui peut changer la donne aujourd'hui, c'est nous. Donc, les parents, quelque part, tes parents, ils sont partis, ils ne t'ont pas apporté, mais de toute façon, c'est comment tu peux avoir simplement de la compassion, de l'empathie vers ces parents qui eux-mêmes renfermaient des enfants blessés et qui eux-mêmes n'ont pas été en capacité de répondre à tes besoins fondamentaux sans s'en rendre compte. Ok, aujourd'hui, toi, tu peux te prendre en charge, tu peux prendre en charge cette petite fille. C'est ça le chemin, en fait. Merci. Ok. Je vois Laura qui disait c'est terrible de prendre conscience que l'on se fait autant de mal nous-mêmes. Le chemin d'acceptation est long, mais bon. Oui, absolument. Mais en même temps, c'est génial de se dire que, évidemment que c'est terrible de se dire c'est nous qui nous faisons du mal, mais en même temps, ça veut dire que c'est nous qui avons le pouvoir de changer les choses. C'est nous qui créons les choses. On crée en plus des croyances. Donc, on a la capacité de créer le monde qu'on voudrait. Donc, puisque c'est nous qui nous faisons du mal, c'est nous qui avons le pouvoir de le changer. Donc c'est ça qui est formidable. Oui, c'est terrible et en même temps c'est génial. Mais effectivement, c'est un chemin. C'est un chemin, Laura. Ok, Marianne. Bon, écoute, c'est super. Moi, je sens que j'ai envie de te faire un bisou quand même. Attends. Moi, je sens que tu es vraiment passionné par le sujet. C'est extraordinaire. Est-ce que vous avez On pourrait passer la nuit entière à t'écouter.
Je demande s'il y en a qui ont des Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est très complexe, hein. C'est un peu dense, hein. Oui, Ouais, c'est très, très dense. mais en tous les cas, ça donne envie de poursuivre. Moi, je te connais un peu, mais je ne te connaissais pas par ta pratique. Donc, ton enthousiasme et ta bienveillance et tout ça donne envie, et certainement à moi comme à d'autres, d'approfondir avec toi. En tout cas, ouais, c'est un chemin c'est un beau chemin. C'est chouette. Et puis, tu faisais des stages, tout ça, qui était vraiment chouette. Et il y a un bouquin que tu es en train de finir d'écrire, il me semble. Ouais, que je n'ai pas commencé, oui. Mais qu'un jour, je commencerai. Ouais, tu l'avais fini. Tant de projets, mais tu sais, il faut du temps pour ça, mon ami. Ok. Bon, en tout cas, je tenais à prévenir tout le monde que voilà, c'est Solithérapie que Marianne est une des membres fondatrices de Solithérapie, cette association qui vise à donner accès à tout le monde à nos pratiques. Et que ce soir, elle a fait cette intervention pour Solithérapie. Donc, si vous avez aimé ça, je vous encourage déjà à aller sur Solithérapie pour vous inscrire, soit en tant que praticien ou en tant qu'utilisateur, c'est important, même en tant qu'utilisateur, de façon à ce qu'il y ait de la matière pour donner envie aux praticiens d'adhérer. Et vous verrez qu'il y a faire une cotisation. Donc, si vous le souhaitez, si ça vous a plu, si l'intervention de Marianne a résonné à l'intérieur de vous, eh bien, n'hésitez pas à faire un. C'est possible pour vous. Voilà. En tout cas, Marianne, merci mille fois, mon ami, pour tout ça. Avec plaisir. Et puis, bah, je ne sais pas, on se dit à très, très bientôt, de toute façon, d'accord? Oui. Vous voulez ajouter un mot? Oui, je voulais ajouter un petit mot, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais pas ce que je voulais dire, mais voilà, n'hésitez pas, voilà, effectivement, d'aller sur Solithérapie. Après, voilà, c'était aussi pour partager. C'est important de partager nos savoirs, de pouvoir transmettre. Moi, j'aime ça, j'aime partager. Donc, n'hésitez pas si vous avez, merci Alexandra. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions avant que ça se termine. Si vous voulez me joindre ou poser des questions, voilà, évidemment, il n'y a pas mon nom puisque on est en double Laurence Cluzot, donc je vais vous mettre mon nom aussi dessous là, comme ça vous aurez mon nom et si jamais vous avez plus de questions, sinon vous allez sur Solithérapie, vous me trouvez évidemment. Mais voilà, je vous donne mon nom, ça sera plus facile pour me trouver parce qu'ici il y a que Laurence Cluzot. Ouais, ok. Et alors, il faut savoir, vous pouvez déjà en parler autour de vous d'ores et déjà, c'est que tous les mardis soirs et tous les jeudis soirs, il y aura des conférences Solithérapie. Les praticiens qui adhéreront à Solithérapie se proposeront pour faire des interventions. Moi, par exemple, j'ai fait une intervention la semaine dernière pour enseigner la méditation. Je vais refaire une intervention jeudi soir à 18h30 pour faire une séance d'hypnose pour relever l'estime de soi. La semaine prochaine, il y aura une intervention aussi d'une autre praticienne qui est chouette, mais qui se fera à 21h du coup, pour faire profiter aussi les mamans une fois qu'elles auront mangé à tout le monde. Et voilà, avant d'aller se coucher, pareil, c'est une pratique qui est très très bonne. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir été présent, merci d'avoir été ici. Rendez-vous Et pas à en parler autour de vous. Parlez-en autour de vous. On en a vraiment besoin. Cette action qu'on met en place, c'est vraiment une action qui vise à faire évoluer les choses dans cette nouvelle énergie, dans cette nouvelle mouvance qui se met en place. On est vraiment dans cet élan-là, vraiment dans un élan du cœur. Donc, si vous voulez faire vos colibris, faire juste votre part, et ben, ce sera d'en parler au moins à un praticien autour de vous. C'est déjà ça. Et puis, bah, faites un don si c'est possible pour vous, si la cause vous parle. Voilà. En tout cas, merci à tous. Je vous aime fort et je vous dis à très bientôt. À bientôt, Mathieu. Au revoir. Laurence, si vous voulez ajouter. Merci beaucoup. Non, je disais que c'était les rendez-vous Solithérapie, mardi et jeudi. Ouais, c'est ça. On fait ça. Bien à vous. Belle soirée. Encore merci pour tout.
Merci, sister, c'est la plus forte. Je t'aime. Salut, Matt. Par là. Salut, Matt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bye bye. Ça va? Personne voulait rajouter quelque chose, c'est bon? Bonne soirée à tous. Salut. Ok. Ça va les filles? Super. Ok. C'est vraiment top. Ouais. Ça Vraiment, vous a éclairé sur des choses ou pas? vraiment inspirant. Non, moi, j'ai adoré parce que déjà, ça me parle parce que je m'intéresse aussi à la régulation émotionnelle. Et clairement, c'est ça en fait, c'est d'aller contacter ses sensations corporelles et de lâcher le mental et d'accepter d'aller justement ressentir ressentir les sensations. Et voilà, du coup, j'ai vraiment trouvé des liens entre les deux approches et ça me parle vraiment quoi. Voilà, donc c'est pas facile, je pense, quand on débute ou parce qu'on est éduqué autrement et on veut pas aller voir. Et puis là, on est dans la théorie. Bonsoir à tous et merci. Merci à toi. Oui, à très bientôt, oui. Bonne soirée. Bonsoir. Et, puis, et c'est vrai que moi, ce que je propose, c'est de faire l'expérience des choses. C'est ça que j'aime, parce que c'est comme ça qu'on inscrit les choses. Donc, c'est vrai que dans mes accompagnements, ok, c'est important de comprendre. Là, je vous expliquais comment ça fonctionne. Mais finalement, la seule chose qui va faire donner sens, c'est l'expérience. Parce que tant qu'on ne fait pas l'expérience des choses au fond de soi, on comprend. À ça, on comprend. Il n'y a pas de problème. Et puis, mais c'est pas passé quoi à l'intérieur. Et parfois, des personnes qui sortent et disent ah ouais, mais ça y est, je l'ai senti le truc dont tu me parles depuis une plombe. Oui, ça y est. Ça a pris corps. Voilà. Ça se vit, ça ne s'explique pas. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est bien. Il y a vraiment ces deux aspects. Il y a prendre conscience du mécanisme, être en conscience, ça veut dire apprendre à être dans le quotidien avec soi, là, dans l'ici et maintenant, se sentir, être dans son corps, tout cet apprentissage-là. Et puis, effectivement, faire l'expérience au travers du ressenti. Et apprendre à l'accueillir, à l'accepter, à l'entendre. Ça, c'est évidemment par l'expérience que ça se fait. Oui, c'est ça. L'acceptation. Ouais. Là. On en revient toujours là. C'est terrible. En tout cas, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Passez une belle soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.